Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de remise à niveau dont le thème sera la compétence. Alors, avant de rentrer dans les règles techniques qui permettent de déterminer la compétence juridictionnelle, il faut bien comprendre quelle est la question qui se pose ici. Il s'agit de savoir devant quel juge vous allez porter votre demande. Quelle est la juridiction qu'il convient de saisir de votre demande. Si on se réfère à notre schéma initial du déroulement d'un procès civil type, le problème n'est pas de savoir si le demandeur peut bien saisir une juridiction de cette demande-là pour qu'il la juge bien ou mal fondée, s'il a le droit de le faire. Ça, c'est la question de savoir s'il a un droit d'action. Soit il a intérêt à agir, soit il a qualité à agir, et s'il ne les a pas, sa demande serait irrecevable. Ici, l'argument soulevé par le défendeur est différent. Il consiste à dire que le procès pouvait avoir lieu, on pouvait bien saisir un juge pour qu'il rende le jugement demandé par le demandeur, mais pas le juge saisi par le demandeur, un autre juge. On s'est trompé de juridiction. Dans ce cas-là, le défendeur soulèvera un argument, un moyen de défense que l'on appelle une exception d'incompétence. Bien. Alors, une fois que vous avez compris ça, le raisonnement pour répondre à la question de savoir quel juge est compétent, il se déroule toujours en deux temps. D'abord, il faut demander si le juge saisi était matériellement le bon. C'est-à-dire ici, en raison de la matière litigieuse, de ce sur quoi porte le litige, est-ce que le juge pouvait en connaître? Il va falloir se pencher sur le droit substantiel, analyser ce droit substantiel, dire à quelle matière du droit privé il ressortit, et en déduire quel juge était matériellement compétent. Et dans un deuxième temps, il faudra se demander si, une fois qu'on a déterminé quel type de juridiction était matériellement compétente, on a bien, géographiquement parlant, saisi le bon juge. Est-ce qu'il fallait saisir par exemple la juridiction commerciale, mais qu'on a saisi celle de Lyon au lieu de celle de Paris? Est-ce que celle de Lyon pouvait connaître du litige? Alors, s'agissant dans un premier temps de la compétence matérielle, on parle encore de compétence d'attribution parce qu'ici c'est le code de l'organisation judiciaire qui attribue compétence à un certain type de juridiction, à raison de la matière litigieuse. Alors apprenez à manier votre code pour répondre à ces questions-là. La première partie du code, c'est le code de procédure civile proprement dit, et à la fin, on vous annexe des extraits de code complémentaires, et notamment le code de l'organisation judiciaire, étant précisé qu'en ce qui concerne la détermination de la compétence juridictionnelle, il va falloir aller consulter non seulement la partie législative, mais aussi la partie réglementaire du CEJ, puisque les deux se complètent pour permettre de répondre à la question de la compétence. Alors, s'agissant de la compétence d'attribution, évidemment, la toute première question, c'est déjà de savoir si on a saisi un juge du bon ordre juridictionnel. Si vous deviez saisir le juge pénal et que vous avez saisi le juge civil, évidemment, le juge sera incompétent. Ou pareillement, si vous aviez saisi le juge civil alors que la compétence relevait de l'ordre administratif, forcément, le juge sera incompétent. Mais même au sein des juridictions de droit privé, qu'on appelle par commodité les juridictions civiles, il faut encore s'assurer d'avoir saisi le bon juge à raison de la matière litigieuse. En ce qui vous concerne pour votre examen du CRFPA, vous avez essentiellement 4 juridictions dont il faut connaître la compétence. Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Alors, le plus simple, c'est encore de commencer par le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une compétence d'attribution très restreinte. Ils ne sont compétents que dans certaines matières, mais dans ces matières-là, ils sont les seuls à être compétents. On dit qu'ils ont une compétence exclusive dans ces matières. Alors, lesquelles sont-elles? Eh bien, pour le conseil des prud'hommes, c'est très simple. Il a une compétence exclusive pour tout ce qui concerne les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Un licenciement d'un salarié, exemple typique, ne peut être porté, la question litigieuse relative au licenciement d'un salarié ne peut être portée que devant le conseil des prud'hommes. Vous allez devant un autre juge, il devra se déclarer incompétent. Mais à l'inverse, une question qui relèverait par exemple d'un conflit collectif de droit du travail, un droit de grève, ne pourrait pas être soumise au conseil des prud'hommes. Ça ne rentre pas dans son champ de compétences exclusive, il ne pourrait pas en connaître. Le tribunal de commerce maintenant. Eh bien le tribunal de commerce, lui, il est compétent pour juger des affaires commerciales, des litiges entre commerçants, entre artisans, des questions de procédures collectives relatives à une société commerciale, liquidation judiciaire, redressement, un litige entre associés d'une personne morale de droit commercial aussi,
ressortirait de sa compétence. La seule difficulté qu'il y a pour le tribunal de commerce, c'est que parfois, sa compétence n'est plus exclusive parce qu'elle entre en conflit avec celle d'un juge d'instance, que ce soit le TI ou le TGI. C'est le cas où le litige porte sur un acte de commerce, donc normalement ça devrait être le tribunal de commerce, mais cet acte de commerce a été conclu entre un commerçant et un non-commerçant. Dans ce cas-là, le code prévoit que la compétence va être déterminée en fonction de l'identité du demandeur. Si c'est le commerçant qui est demandeur dans le litige relatif à un acte de commerce qui l'oppose à un non-commerçant, le commerçant aura l'obligation de saisir une autre juridiction que le tribunal de commerce, la juridiction d'instance normalement compétente. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une mesure de faveur faite au défendeur non-commerçant. On va jouer avec ces règles du jeu, et donc on porte le litige devant la juridiction qui est normalement compétente en raison de sa qualité de non-commerçant. A l'inverse, si c'est le non-commerçant qui est le demandeur au litige, eh bien lui, il aura le choix. Soit il ira devant la juridiction d'instance ou tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, soit il ira devant le tribunal de commerce. Alors il fera son choix en opportunité en fonction des règles qui doivent être appliquées à son litige et qui seront peut-être plus favorables devant la juridiction commerciale, notamment les règles de preuve sont plus souples devant la juridiction commerciale que devant le juge d'instance, et donc ça l'arrangera peut-être d'aller devant la juridiction commerciale, ou à l'inverse, il préférera compliquer la vie à son adversaire et aller devant le juge dont il a l'habitude d'appliquer les règles, le juge d'instance, et ce sera au commerçant de se plier aux règles de la juridiction d'instance. Il ne bénéficiera pas des règles applicables aux commerçants habituellement devant le tribunal de commerce. Mais en dehors de cette question spécifique du litige entre un commerçant et un non-commerçant relative à un acte de commerce, ce qu'on appelle de façon générique un acte mixte, les litiges relatifs à un acte mixte, en principe, le tribunal de commerce n'a une compétence exclusive que dans les litiges purement commerciaux. Bien. Il nous reste deux juges à voir, les juges d'instance, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Alors, ces juridictions, comme ce qu'on a vu précédemment, ont elles aussi des matières dans lesquelles elles ont une compétence exclusive. C'est-à-dire que sur ces matières-là, elles seules peuvent être saisies à l'exclusion de toute autre juridiction. Pour le tribunal d'instance, la compétence exclusive est fixée par le Code de l'organisation judiciaire, article L221-1 du COJ, mais vous irez voir, il y a aussi une partie réglementaire qui vient compléter ces chefs de compétences exclusives. C'est par exemple l'expulsion de l'occupant sans titre d'un local d'habitation. C'est par exemple l'action en bornage d'un terrain, ou tout ce qui concerne la tutelle des majeurs, la saisie des rémunérations. Tout litige relatif à ces matières-là ressortissent de la compétence exclusive du tribunal d'instance. En ce qui concerne le TGI, eh bien, il a une compétence exclusive dans les matières d'une particulière importance. C'est le tribunal de grande instance. Et donc, c'est par exemple le cas en droit de la famille. En principe, un litige de droit de la famille sera porté devant le TGI. En matière de droit immobilier, vous contestez la propriété d'un immeuble, vous devez aller devant le TGI. En matière de droit successoral, de régimes matrimoniaux, pour certains contentieux professionnels particuliers du type brevet, il faut aller devant le TGI. Voilà pour les compétences exclusives. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Là où ça se complique, c'est que pour le TGI et le TI, il y a un chef de compétences supplémentaire et qui est partagé entre TGI et TI en fonction du taux du litige, c'est-à-dire de la valeur patrimoniale du droit substantiel en cause. Cette matière, sur laquelle il y a un partage de compétences entre TGI et TI, c'est la matière mobilière et personnelle. Autrement dit, à chaque fois qu'un droit personnel ou un droit mobilier, qui ne ressortit pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, bien sûr, sera en cause, dans ce cas-là, la répartition se fera de la façon suivante. Si ce droit personnel ou mobilier porte sur une valeur inférieure ou égale à 10 000 €, c'est-à-dire entre 0 et 10 000 € compris, la compétence reviendra au tribunal d'instance. En revanche, si le litige a un taux supérieur à 10 000 €, dans ce cas-là, la compétence reviendra au TGI pour connaître du litige relatif à ce droit personnel ou mobilier. Bien, voilà pour les compétences matérielles ou encore d'attribution. La compétence territoriale maintenant. Ici, les règles sont plus simples. D'abord, elles se trouvent dans le Code de procédure civile aux articles 42 à 47, qu'il suffit d'aller les lire pour avoir toutes les variations possibles. Ensuite, le principe est très simple. Par mesure de faveur, vu que le demandeur prend l'initiative d'assigner son défendeur devant une juridiction, eh bien il va faire le procès au domicile du défendeur, qui lui, par hypothèse, n'a rien demandé. Donc,
Compétence de principe, tribunal du lieu où demeure le défendeur. Alors évidemment, il peut y avoir des complications, notamment s'il y a plusieurs défendeurs, ou si le défendeur est une personne morale, on aménage un petit peu les règles pour tenir compte de la personnalité morale. Tout ça, vous le retrouverez sans difficulté à l'article 42 du Code, à l'article 43, et à la jurisprudence sous ces deux dispositions. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à cette compétence de principe viennent parfois s'ajouter ou se substituer d'autres règles. Alors le législateur a apporté des tempéraments au principe. En ce qui concerne les compétences qui viennent s'ajouter à la compétence de principe, ça veut dire que du point de vue du demandeur, quand il veut faire son procès, il aura le choix soit de déposer sa demande au tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit d'aller devant l'un des autres tribunaux. On lui offre ici une option de compétence. Par exemple, en matière contractuelle, le législateur prévoit qu'en plus du lieu de la juridiction où demeure le défendeur, le demandeur pourra saisir le juge du lieu d'exécution de la prestation contractuelle. Ou, s'il s'agissait de livrer une chose, le lieu de livraison de la chose convenue. En matière délictuelle, en plus du lieu où demeure le défendeur, on pourra saisir le juge du lieu où le dommage a été subi, où le fait dommageable est survenu. En matière de créance alimentaire, par mesure de faveur envers le créancier alimentaire, ce créancier demandeur pourra agir et devant le tribunal du lieu où demeure son adversaire, et devant le tribunal du lieu où lui-même demeure. Par mesure de faveur au créancier, il peut saisir et son juge et le juge de son adversaire. Ça, c'est des compétences alternatives dans le sens où elles viennent s'ajouter à la compétence de principe et où le demandeur a une option. En revanche, il est des cas où le législateur impose au demandeur une autre compétence que la compétence de principe. Il ne pourra pas agir devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur, il devra agir devant un autre juge. C'est le cas, par exemple, en matière successorale. Ici, la logique, c'est que, vu que le litige va a priori porter sur les droits de succession, ou plus exactement sur la répartition des biens entre les héritiers, eh bien le plus simple, c'est de transporter le litige au lieu d'ouverture de la succession. C'est pour ça que la compétence est forcément celle du lieu du dernier domicile du défunt, là où s'ouvre la succession. Comme ça, s'il y a un bien à saisir, un bien à répartir, eh bien au moins on a les biens sous la main. C'est ça l'idée. Et ça ne pourra jamais être le lieu du domicile du défendeur. De la même façon, si le litige porte sur un droit réel immobilier, donc sur la propriété d'un immeuble, eh bien dans ce cas-là, il faudra agir devant le juge du lieu de situation de l'immeuble. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a le moindre problème probatoire, ou s'il faut aller faire des constatations relativement à l'état de l'immeuble, par exemple, eh bien, il faudra se déplacer. Donc, pour réduire les frais, autant qu'on se déplace à côté. Ce qui veut dire que si le juge compétent, c'est le juge du lieu où se situe l'immeuble, les frais de la procédure seront moindres. Et donc, on ne pourra pas saisir le juge du lieu où demeure le défendeur. Compétence imposée, juge du lieu de situation de l'immeuble. Pareil, en matière de divorce, il y a des règles de compétence qui s'imposent en lieu et place du lieu où demeure le défendeur, lieu de résidence des époux, ou s'ils sont séparés d'autres règles, elles sont précisées à l'article 1070 du Code de procédure civile. Bien, un principe et des tempéraments, soit par alternative, soit par substitution à ce principe. Alors, une dernière chose en ce qui concerne les règles de compétence. D'abord, la question de savoir si les parties pourraient, entre elles, décider de déroger à ces règles. Est-ce qu'elles peuvent, dans leur contrat, prévoir que le juge qui se connaîtra de leur litige ne sera pas le juge auquel la loi a attribué compétence, ou ne sera pas le juge qui sera territorialement compétent en vertu des règles qu'on vient de voir. C'est la question de la prorogation, de l'extension de la compétence par convention des parties. Ici, les règles sont très simples. En ce qui concerne la compétence territoriale, l'article 48 est très clair, les parties ne peuvent pas déroger aux règles de compétence territoriale qu'on a vues. La seule exception prévue, c'est des commerçants qui, eux, deux commerçants entre eux, dans leur contrat, peuvent prévoir que le juge territorialement compétent ne sera pas celui compétent en vertu de l'application des règles légales, mais sera celui qu'elles auront choisi. Mais le Code dit, attention, entre commerçants, s'il est possible de prévoir une telle clause, il faut impérativement que cette clause soit écrite et apparente, c'est-à-dire mise en valeur, en gras, en majuscule, peu importe. Donc il y a une compétence formelle, et sous cette réserve-là, oui, des commerçants peuvent déroger aux règles de compétence territoriale, mais eux seuls, personne d'autre. Le principe est donc, on ne peut pas déroger à la compétence territoriale. En ce qui concerne la compétence d'attribution, eh bien là, la question,
est de savoir si le juge était compétent matériellement en raison d'un chef de compétence exclusive ou pas. Alors, si le chef de compétence, c'était une compétence exclusive, mais dans ce cas-là, par principe, on ne peut pas y déroger. Le législateur a fait le choix que dans ces matières-là, ce sera cette juridiction et nul autre qui sera compétent. Les parties ne peuvent pas faire échec à l'application de la loi ici. Donc tout ce qui relève de la compétence exclusive d'une juridiction s'impose aux parties. En revanche, si la compétence était attribuée au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance parce qu'on était en matière personnelle et mobilière, et que le taux du litige faisait que c'était le TGI ou le TI compétent, eh bien là, les parties peuvent déroger à la répartition des compétences entre TI et TGI. Autrement dit, en matière personnelle et mobilière, il est possible que les parties conviennent que malgré le fait que leur litige soit, par exemple, d'une valeur inférieure à 10 000 €, ce sera le TGI qui sera compétent. Ou à l'inverse, le litige porte sur une valeur supérieure à 10 000 €, mais les parties disent, bon ben, sur les droits personnels et mobiliers de cette valeur supérieure à 10 000 €, on ira quand même devant le tribunal d'instance. Ça, c'est possible. Oui, pour cette compétence-là. Non, si la compétence relevait d'un chef de compétence exclusive d'une juridiction, quelle qu'elle soit. Alors, la deuxième hypothèse que je vous ai indiquée, c'est celle de l'extension de la compétence d'attribution par la loi. Alors, il faut bien comprendre le problème, qui est un peu différent de celui qu'on vient de voir. Dans le premier problème qu'on a vu, les parties entendaient dès le départ déroger aux règles imposant de saisir tel ou tel juge. Ici, la question est différente, dans la mesure où il s'agit de savoir si, une fois le juge saisi, on peut lui poser des questions qui n'auraient pas normalement été de sa compétence si on les lui avait posées ab initio, dès le début. Donc vous saisissez le juge, il est compétent en fonction de la demande du demandeur initial. Mais au cours du litige, le demandeur initial formule des demandes additionnelles, ou bien le défendeur, lui, se met à aussi demander à ce que le juge lui consacre un droit substantiel contre son adversaire, c'est possible, c'est ce qu'on appelle une demande conventionnelle. Bref, de façon générique, par rapport à la demande initiale qu'a fondée la compétence du juge, il se trouve que ce juge est saisi de ce qu'on appelle des demandes incidentes. Et ces demandes incidentes échappent à sa compétence de principe. Est-ce qu'il peut en connaître ou pas? La question se résout de la façon suivante. Si la demande incidente porte sur une matière qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction, eh bien évidemment, le juge saisi ne peut pas en connaître. Ça ne rentre pas, enfin c'est de la compétence exclusive d'une juridiction, ça exclut donc que lui en connaisse. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Surseoir à statuer sur cette demande, poser la question à la juridiction qui a une compétence exclusive pour statuer sur cette demande, on appelle ça une question préjudicielle, attendre que cette juridiction lui réponde, et là, lui, transférera la réponse aux parties et dira, bon, bah, du coup, voilà la réponse qui m'a été apportée, du coup, voilà le jugement que je rends sur cette demande. Mais lui-même ne pourra pas trancher cette demande. En revanche, si on est dans une demande incidente relative à un droit personnel et mobilier, eh bien, là, un peu comme ce qu'on a vu pour les prorogations conventionnelles, là, on ne va pas tenir compte de la répartition de compétences entre le TI et le TGI à raison du taux du litige. Cette matière personnelle et mobilière, elle est un peu particulière. On peut toujours y déroger, si vous voulez, et par contrat, et au cours du litige, si une demande incidente porte sur un droit personnel et mobilier d'une valeur supérieure à 10 000 € alors qu'on était à la base devant le TI pourra en connaître, et ça n'est pas obligé de surseoir à statuer. Inversement, on est devant le TGI, il a à connaître de certaines demandes, ok. À titre incident, le demandeur, par exemple, ajoute un nouveau chef de demande qui, cette fois-ci, porte sur un droit inférieur à 10 000 €, mais le TGI ne va pas surseoir à statuer et renvoyer devant le TI. C'est une matière dans laquelle il est aussi compétent, matière personnelle et mobilière, eh bien, il peut statuer même en dessous de son seuil de compétence. Ça, c'est toujours possible. Donc, il y a plusieurs façons de présenter les choses ici. Retenez celle qui vous parle le plus, mais en tout cas, il faut bien distinguer les compétences exclusives d'attribution, qui sont très spécifiques, et la compétence partagée, qu'on dit souvent de droit commun, en matière personnelle et mobilière, entre le TI et le TGI, qui elle est beaucoup plus souple et à laquelle on peut déroger plus facilement. Voilà pour ce thème sur la compétence. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo de remise à niveau.